Bonjour de nouveau à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette journée. Je vais être très court parce que j'imagine à quel point vous êtes fatigués, épuisés, mais aussi stimulés, j'en doute pas, suite à ces échanges. Je voulais tout d'abord vous dire que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui au cours de cette journée passionnante et que ça me permet de me rendre compte que sur beaucoup de sujets, moi aussi, je suis encore très loin de la balle. Sur le sujet de la communication alternative améliorée, notamment sur lequel Isabelle m'a sensibilisé, ne cesse de me sensibiliser, et comme elle l'a fait avec vous tous et avec tous ceux qui l'entourent. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous le présente comme ça? C'est que je crois que collectivement, nous devons pouvoir dire, il y a des sujets sur lesquels globalement je sens que je ne suis pas à niveau et qu'il faut que je me forme et qu'il faut que je progresse. Et donc, vous le voyez, finalement, communiquer, c'est le maître mot de cette journée. Et bien sûr, j'en retiens quelques autres. J'espère que vous aurez retenu ce message que dorénavant, quand il faut penser épilepsie, il faut aussi penser troubles du neurodéveloppement. Et bien évidemment, à l'inverse, quand vous pensez troubles du neurodéveloppement, vous devez penser épilepsie et être confiant, car il y a bien évidemment beaucoup de solutions et beaucoup d'accompagnements à mettre en place. Vous avez retenu, et j'ai retenu évidemment, que les comportements défis ou déconcertants, c'est de la communication avant tout, et c'est comme ça qu'il faut l'appréhender, et c'est comme ça qu'il faut apprendre à l'accompagner. C'est aussi, bien sûr, des apprentissages importants sur le sujet du médicament, la place du médicament, qui nous montre aussi qu'il faut qu'on aille plus loin dans la recherche, en intégrant les personnes concernées à la recherche pour que finalement l'utilisation des médicaments ne s'étudie pas uniquement en population générale ou on va dire typique, mais aussi auprès des publics présentant un trouble du neurodéveloppement. C'est aussi, et vous l'avez bien défendu, la place du médico-social à l'école, tout faire pour que le médico-social puisse intervenir pleinement à l'école et la mise en place des adaptations qui ne sont pas des gadgets, qui sont indispensables pour l'ensemble des enfants. L'occasion pour moi de rappeler que collectivement, nous devons nous faire le relais d'une pensée à ce sujet. Et c'est en voyant ces deux adolescents fantastiques que je pensais à cela. Cessons de craindre en permanence une rupture d'équité dans les résultats scolaires à l'école. Arrêtons d'être inquiets en permanence que tel ou tel enfant qui aurait accès à un outil informatique pour les maths, pour le français, pourrait avoir peut-être 2 points de plus à son contrôle de maths ou de français. Je ne crois pas que ça soit une menace aujourd'hui dans notre pays, alors qu'à l'inverse, permettre à ces enfants d'accéder, de suivre les cours de la façon la plus ordinaire possible est fondamental. Concernant le sujet de vieillir avec un trouble du neurodéveloppement, vous l'avez compris, finalement, il faut y penser beaucoup plus tôt et beaucoup plus précocement. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et là aussi, nous avons des solutions tout à fait admirables qui sont déployées avec, je crois, un point de convergence qui est que nous devons tout faire pour que les personnes vieillissent là où elles le souhaitent. Très régulièrement, on me pose la question, est-ce que quand on a un trouble du neurodéveloppement, il faut, quand on vieillit et quand on est en situation de dépendance, aller en maison de retraite ou vieillir au sein de son établissement? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique à cette question, si ce n'est que, bien évidemment, notre devoir à tous est de répondre aux besoins de la personne et à ses souhaits. Vous l'avez compris, finalement, ces tables rondes, elles montrent aussi un impératif. Il y a certes ce que l'on porte au travers de cette politique publique, ce que j'essaye de porter, bien évidemment, à vos côtés, mais il y a aussi votre capacité à vous, à mobiliser les acteurs autour de vous. Et croyez-moi, c'est sans doute bien plus efficace que ce que pourra faire n'importe quel délégué interministériel. C'est votre capacité à interroger dans les établissements où vous travaillez, alors que vous dans la salle, mais bien sûr à distance. Par exemple, à interroger un jeune qui, à la sortie de l'IME, va intégrer peut-être un établissement pour adultes ou peut-être rejoindre un domicile avec un service et demander si, oui, ces moyens de communication alternative améliorés l'ont suivi. Si, oui, on est certain qu'on n'oublie pas des choses en cours de route. Et c'est en permanence challenger l'ensemble des acteurs avec lesquels vous travaillez pour s'assurer qu'on avance, qu'on progresse et qu'on ne reste pas calé sur nos acquis. Je voulais bien sûr, pour terminer, vous remercier, chères personnes concernées, chères familles, chers intervenants à cette table ronde. Vous avez rendu cette journée passionnante. Je voulais aussi souligner l'investissement
de tous les intervenants à ces tables rondes qui, je le rappelle, parce que c'est important de le dire, interviennent bénévolement quand ils viennent comme ça à un colloque et finalement passent beaucoup d'énergie pendant plusieurs semaines à respecter les consignes assez pénibles du délégué interministériel qui leur demande de tenir le timing. Et vous l'avez fait avec talent. Je voulais aussi bien sûr remercier les services de la communication de nos ministères sociaux qui ont rendu cet événement possible, l'agence Ptolémée qui nous a accompagnés pour la deuxième fois et qui a su retransmettre ce colloque dans les meilleures conditions possibles. Bravo à eux, avec je crois plusieurs milliers de personnes connectées tout au long de la journée, un véritable succès. Remerciements également au journaliste Dorian Bercheny qui nous a accompagnés, qui est caché, que je vois ici, qui, pour la petite histoire, est quelqu'un qui est déjà sensibilisé aux troubles du neurodéveloppement. Il ne l'a pas dit, car la première fois que je l'ai rencontré, c'était en short, en train de faire un cross pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, sur laquelle il intervenait. C'est donc aussi l'occasion pour moi de vous dire que le 2 avril 2026, l'objectif, c'est de bouger pour l'autisme. Et j'ai besoin de vous tous. Certes, c'est bien d'habiller en bleu tout ce qu'on fait pour cette journée, mais c'est aussi fondamental de bouger pour l'autisme, à savoir de montrer que finalement nous sommes en action dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et donc si vous avez retenu ce hashtag, désolé pour cet anglicisme, bouger pour l'autisme, et que vous encouragez tout autour de vous à faire finalement de cette journée quelque chose de mobilisateur, eh bien je serai à vos côtés. Remercier bien évidemment l'ensemble de mon équipe, sans les oublier, Vincent Gaillot, mon secrétaire général, Christophe Bress, mon chef de cabinet, Tiffaine Aubert, chef de cabinet adjointe, Véronique Valentin, assistante qui nous a récemment rejoint, mais qui est déjà indispensable au déploiement de cette stratégie, Laure Albertini, que vous connaissez, qui nous conseille sur les sujets de repérage précoce, Thierry Bourg, conseiller sur les sujets école, mais aussi photographe amateur, avec son objectif de 15 mètres de long qu'il a eu tout au long de la journée. Très discret, Julie Duval, conseillère sur les sujets formation, Anouk Elft, conseillère sur les sujets qualité et sujets d'accompagnement des personnes adultes, Héloïse Grondin, qui est en lien avec le groupement national des centres de ressources autisme et avec les associations de personnes concernées, repense le cahier des charges des unités renforcées pour les troubles du spectre de l'autisme, sans oublier bien sûr Thierry Maffre, conseiller médical à la délégation interministérielle et également médecin dans des structures autisme de la région Occitanie, qui me rappelle le métier de médecin que je pourrais progressivement oublier. Merci beaucoup, cher Thierry. Je salue bien sûr Lou Sacomano, stagiaire à nos côtés. Les rendez-vous, 12 février 2026, à noter en lettres d'or, sortie de la recommandation actualisée sur l'autisme chez l'enfant par la Haute Autorité de Santé, avec tout ce que vous attendez dans cette recommandation, on l'espère. Le 5 mars 2026, vous avez rendez-vous pour un webinaire consacré à la guidance parentale sur lequel vous pouvez tous vous inscrire. Et je remercie très chaleureusement les équipes de la Maison de l'Autisme et du Groupement national des centres ressources autisme qui s'assurent de la tenue de cet événement dans les meilleures conditions et qui y travaillent très sérieusement. Donc merci à eux. 1er avril 2026, je vous ai mentionné bien sûr ce qu'il fallait faire. Et les 12 et 13 novembre 2026, et là vous n'allez pas avoir eu le temps de tout noter, mais rassurez-vous, il y aura un replay. Je me permets de souligner un rendez-vous extrêmement important, le colloque du Groupement national des centres ressources autisme qui aura lieu à La Défense. L'intégralité de ce colloque sera synthétisée, disponible sur Internet, sur le site internet handicap.gouv.fr. Quant à moi, je l'espère, rendez-vous l'année prochaine pour un prochain colloque. Et très bonne fin de journée à tous et merci encore pour votre implication.